tout est en train de basculer. L'ICE de Trump, cet organisme qui chasse sans relâche, a fait une tentative choquante, envahir le consulat de l'Équateur à Minneapolis. Mais voici le problème. Cela enfreint gravement le droit international. La Convention de Vienne de 1963, signée par les États-Unis, interdit formellement cette intrusion. Vous avez bien entendu, une agence du gouvernement américain a enfreint un traité international. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait à arrêter des Équatoriens qui se cachaient à l'intérieur des locaux diplomatiques. Et le plus frappant, c'est que les autorités n'ont pas hésité à violer ces règles. Qu'est-ce que cela veut dire pour les relations internationales? Mais surtout, qu'est-ce que cela implique pour vous directement? Restez avec nous, car la suite vous laissera sans voix. Ce qui s'est passé à Minneapolis n'est pas un incident isolé. Non, c'est un avertissement, une démonstration de ce que certains appellent une dérive inquiétante de l'État. L'ICE, qui se livre à des opérations de plus en plus violentes, se retrouve face à une situation où la légalité est clairement ignorée. Ce n'est pas un simple contrôle frontalier ou une arrestation ordinaire. Non, cette invasion d'un consulat étranger est un acte qui brise des accords internationaux fondamentaux. Imaginez un instant une institution américaine qui s'attaque à un sanctuaire diplomatique qui devrait être inviolable. Que cela signifie-t-il pour les relations entre nations? Et plus important encore, qu'est-ce que cela dit de l'évolution du pouvoir exécutif aux États-Unis? Restez bien avec nous, car l'ampleur de ce qui suit vous choquera encore plus. C'est là que l'histoire prend un tournant inquiétant. Ce n'est pas juste une incursion dans un consulat, c'est un symbole du climat tendu que crée la politique d'immigration de Trump. Équateur a officiellement protesté contre cet acte. Leurs diplomates ont fermement bloqué l'entrée de l'ICE, rappelant au monde que ce genre d'action ne peut et ne doit pas être accepté. Le consulat n'est pas un simple bâtiment, il est un sanctuaire pour ceux qui fuient les persécutions. Et pourtant, l'ICE a tenté de briser cette frontière invisible. Là, vous commencez à voir ce qui est en jeu ici. Non seulement des lois internationales, mais des principes fondamentaux de souveraineté et de sécurité personnelle. Mais notissez ce qui manque dans cette histoire. Aucune justification légale de l'ICE. Rien. Pas un mot sur pourquoi ces actions étaient nécessaires. Un vide inquiétant. Que signifie cette absence de raison claire dans un contexte déjà tendu? Cela soulève plus de questions qu'il n'en résout. La situation ne se calme pas. Elle s'intensifie. Quand des forces de l'ordre violents pénètrent dans un lieu diplomatique, il ne s'agit pas simplement d'une confrontation locale. Cela ébranle les fondations de ce qu'on pensait être des protections inviolables. Historiquement, ce genre de violation est un signal d'alarme. Les États-Unis ne sont pas les premiers à franchir cette ligne, mais l'intensité de la crise est inédite. Pensez aux années 1960, quand l'Amérique faisait face à des protestations et des luttes internes sur les droits civiques. La réaction du gouvernement, parfois brutale, est bien documentée. Aujourd'hui, un autre type de brutalité émerge, où des opérations secrètes et des interventions de plus en plus extrêmes deviennent la norme. On est passé de l'exceptionnel à l'ordinaire. Le dérapage ne fait plus de vagues, il s'agit de ce qui est désormais accepté. C'est là que ça devient vraiment inquiétant. Si ça devient normal, où cela va-t-il nous mener? Voici le moment où le récit change de niveau. Parce que pendant que l'attention se concentrait sur Minneapolis, d'autres images ont émergé. Des images venues de l'intérieur d'un centre de détention de l'ICE à Baltimore, au 31 Hopkins Plaza. On y voit environ 50 personnes entassées dans une seule cellule. Pas de lit visible, pas de toilette visible. Ce sont des images filmées de l'intérieur, pas des témoignages indirects. Les faits sont là, bruts. Et ailleurs, au centre de détention de Dilley, au Texas, des avocats affirment s'être vus refuser l'accès à leurs clients. Des élus, sénateurs et membres du Congrès ont également été empêchés d'entrer. Ce qui interpelle, c'est le contraste. Officiellement, ces lieux sont décrits comme des installations administratives temporaires. Mais sur les vidéos, on entend des cris, des appels à l'aide, des personnes scandant « Laissez-nous sortir ». Et c'est ici que la perception bascule. Quand les mots rassurants ne correspondent plus aux images, quelque chose se fracture. Regardez bien ce décalage parce qu'une fois que vous l'avez vu, il devient impossible de l'ignorer. La spirale s'accélère. Ce n'est plus une simple question de détention, mais de gestion de crise à grande échelle. Imaginez maintenant
Des développements s'enchaînent rapidement. D'un côté, l'ICE tente d'envahir un consulat, ce qui crée une tension internationale. De l'autre, ces scènes dans les centres de détention ne sont qu'un exemple d'un système qui échappe à tout contrôle. Des avocats se battent pour voir leurs clients. Des journalistes se retrouvent en première ligne, filmant des scènes de violence. Tout cela se superpose. Une invasion du consulat, des conditions de détention inhumaines, des forces de l'ordre agressant des journalistes. Et puis, le plus frappant de tout, c'est que la communauté internationale réagit, mais l'administration semble de plus en plus déconnectée. Que se passe-t-il quand un gouvernement ne répond plus aux pressions externes et internes? Et encore plus important, que se passe-t-il quand la population commence à perdre confiance dans ces institutions? Mais la vraie question, c'est celle qui vous touche directement. Ces événements à Minneapolis, ces images qui circulent sur les conditions des centres de détention, comment cela vous affecte-t-il, vous, ici et maintenant? Parce que derrière les chiffres, les vidéos et les protestations, il y a des êtres humains qui souffrent, des familles séparées, des individus incarcérés dans des conditions inacceptables. Et pour vous, en tant que spectateur, cela ne reste pas à l'écart. Ce système a un impact direct sur la société dans son ensemble. Chaque décision de fermer les yeux sur des violations comme celle-ci renforce un cycle. Si vous ressentez cette colère montante, cette frustration, dites-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Ce qui se passe ici, c'est un reflet de la manière dont tous nous sommes liés. Si vous vous demandez si cela pourrait arriver chez vous, si ce genre de traitement peut atteindre vos proches ou votre communauté, ne vous trompez pas. Cela commence déjà à affecter tout le monde. Ce qui se passe ici n'est pas simplement une série d'incidents isolés, c'est le reflet d'un système bien huilé qui permet ces violations. Il y a une dynamique de pouvoir, un jeu d'influence qui va bien au-delà des actions de l'ICE. Il y a des incentives qui poussent ces institutions à fonctionner de cette manière. La peur, la pression politique et l'intensification des polémiques ont créé un climat où de telles actions sont non seulement possibles, mais en train de devenir la norme. Mais voici l'aspect le plus perturbant, cette normalisation est permise par une grande majorité de ceux qui sont censés faire appliquer la loi. Ils ferment les yeux. Et pour les spectateurs extérieurs, tout cela devient juste un spectacle médiatique. Ceux qui détiennent le pouvoir exploitent cette scène pour faire avancer leurs propres agendas tout en manipulant la perception publique. Cette situation n'est pas qu'une simple aberration. Elle repose sur des mécanismes bien ancrés dans l'infrastructure du pouvoir. Quand ce genre d'abus devient une routine, le vrai danger se trouve dans notre acceptation de cette réalité. À ce stade, la situation semble figée dans un cycle sans fin. Mais il y a deux chemins qui se dessinent. Le premier, le plus sombre, c'est celui où cette dérive se poursuit. Si les violations de droit international et les abus des institutions continuent à être tolérés, ce système pourrait s'étendre, se renforcer et se normaliser encore plus. Imaginez un futur où de telles actions sont systématiques, où chaque personne confrontée à l'ICE ou à un autre organisme de sécurité sait que la réponse ne viendra jamais des institutions, mais des citoyens eux-mêmes. Ce scénario serait celui d'un enfermement progressif de la société, un glissement vers une acceptation tacite des abus. Mais il existe un autre chemin, celui de l'action collective, où la pression exercée par le peuple, par les avocats, les activistes et les élus pourrait forcer une réponse institutionnelle. Un chemin où la conscience publique, alimentée par ces révélations, pourrait renverser le cours des événements. Mais entre ces deux trajectoires, il y a une incertitude énorme. Et l'élément clé qui déterminera la direction, c'est le moment présent et les décisions qui sont en train de se prendre maintenant. Ce que nous venons de voir n'est pas un accident, mais une tendance. Une tendance qui pourrait redéfinir notre compréhension de la justice et de la liberté dans les années à venir. Ce que l'ICE a tenté de faire à Minneapolis, ces conditions inhumaines dans les centres de détention, ce ne sont pas seulement des actions condamnables, ce sont des révélateurs de ce qui se cache sous la surface d'un système qui se transforme de plus en plus en un état de surveillance totalitaire. Mais voici l'insight. Chaque action, chaque décision que nous prenons aujourd'hui façonne ce futur. Si nous choisissons de regarder ailleurs, si nous laissons ces abus se perpétuer sans réaction, nous ouvrons la porte à un futur encore plus sombre. Mais si nous agissons, si nous restons vigilants et engagés, nous pouvons peut-être inverser cette trajectoire. Ne laissez pas ce moment passer inaperçu.
Pour continuer à suivre l'analyse de cette crise et d'autres questions cruciales, abonnez-vous à notre chaîne parce que demain, cela pourrait être encore plus crucial.